Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Alors je fais cette toute nouvelle vidéo pour qu'on parle ensemble des astuces pour réussir au tout nouveau concours de médecine dans la partie francophone de la Belgique. Alors j'ai tenu à refaire cette vidéo parce que j'avais déjà fait une vidéo astuce l'année passée, mais étant donné que les conditions d'admission ont drastiquement changé, j'ai tenu à mettre à jour cette vidéo. Si les conditions d'admission ont changé, la façon de se préparer aussi à ce concours va du coup changer. Donc c'est normal en fait qu'on utilise des astuces qui sont différentes. Donc évidemment, on va tout d'abord parler des changements qu'il y a eu parce que c'est en fonction de ces changements qu'on va adapter notre astuce et notre préparation. Donc la première chose qu'il y a eu comme changement, c'est qu'on est quitté d'un examen à un concours. Donc les années antérieures, on avait un examen où il suffisait pour un candidat d'avoir 10 de moyenne sur les deux parties pour réussir au concours. Donc, pour la première partie, la partie scientifique, il fallait avoir une moyenne supérieure à 10 sur 20. Et la partie non scientifique, il fallait une moyenne supérieure à 10 sur 20, tout en n'ayant pas de notes éliminatoires dans des matières. Ça veut dire qu'il ne fallait pas avoir une note éliminatoire qui est inférieure à 8 sur 20 en maths, physique, chimie, biologie, etc., etc., etc. Donc, c'était ces deux conditions. Première condition, ne pas avoir de notes inférieures à 8 sur 20. Et deuxième condition, avoir une moyenne générale supérieure à 10 sur 20 dans les deux parties. C'était ce qu'il fallait pour réussir. Et en plus, maintenant, pour les non-résidents, il fallait être dans le quota des 30% des non-résidents. Donc voilà globalement ce qu'il y avait. Maintenant, ce qui a changé à partir de cette année, c'est que c'est un concours où il y aura un nombre de places. Donc on va par exemple dire qu'en médecine, on veut 700 places dans toute la fédération de Wallonie et Bruxelles, donc dans toute la partie francophone de Belgique. Et en fait, ce sera en fait les 500 meilleurs qui vont réussir. Donc, il n'y aura premièrement plus de notes éliminatoires. Deuxièmement, il ne suffira plus d'avoir 10 sur 20 pour réussir. Il faudra vraiment avoir la note maximale. Donc, il faudra en fait pour les candidats être classés entre guillemets dans les 700 premiers si on prend 700 personnes. Donc, il faudra avoir la note maximale. Et en plus de ça, pour les non-résidents, donc pour les étrangers qui ne remplissent pas les conditions pour être résidents, il faudra être dans le quota des 15% de ceux des étrangers ayant réussi. Donc, on ne sera plus à 30%, mais à 15%. Alors, la première chose que je vais vous conseiller de faire, c'est de bosser à fond les matières non scientifiques. Je vais m'expliquer. Chaque matière a le même coefficient, a la même proportion de points. Donc, il n'y a pas de matière qui vaut plus qu'une autre. Ça veut dire que la physique vaut exactement la même chose que l'éthique. Ou encore, la physique vaut exactement le même nombre de points que la communication. Mais vous êtes bien d'accord avec moi que pour avoir le temps que tu mets dans les études, pour avoir 18 sur 20 en physique, ça va te prendre, disons, 40 heures. Disons, on prend un exemple, 40 heures. Et pour avoir 18 en communication, tu vas peut-être investir 4 heures. Je prends des chiffres hasardeux. C'est juste pour dire que pour avoir 18 sur 20 en physique, tu vas investir beaucoup plus de temps qu'en communication pour avoir 18 sur 20, alors que les deux en fait se valent. Donc un étudiant qui a 18 sur 20 en physique et 10 en communication est l'équivalent d'un étudiant qui a plutôt 18 sur 20 en communication et 10 en physique. Mais la différence, c'est que de façon générale, l'étudiant qui aura eu 18 sur 20 en communication aura investi moins de temps que celui qui a eu 18 sur 20 en physique. Donc, je vous conseille de bosser à fond les matières non scientifiques parce que pour avoir de grosses moyennes pour les matières non scientifiques, c'est relativement plus facile que pour les matières scientifiques. Les matières scientifiques, c'est beaucoup de notions à connaître pour avoir de grosses moyennes. Mais pour les matières non scientifiques, généralement, il y a quelques notions à connaître et un peu d'exercice pour avoir de grosses moyennes. Donc, bosser à fond les matières non scientifiques, il ne faut surtout pas les négliger. Donc, ça, c'est la première astuce que je vais vous donner en ce qui concerne les matières, du moins la préparation de façon globale et la priorité que vous devez donner aux matières non scientifiques. Donc, je ne suis pas en train de vous dire de négliger les matières scientifiques, mais je suis en train de vous dire que pour avoir de grosses moyennes, ça passe évidemment par le fait que vous devez avoir de grosses moyennes sur les matières non scientifiques, ou du moins ce serait plus simple comme ça, parce que c'est plus simple d'avoir ces grosses moyennes dans ces matières-là. Alors, la deuxième astuce que je vais vous donner, c'est de traiter beaucoup de questions, et parfois même avant de lire en fait le cours. Alors, je m'explique. En chimie, par exemple, il y a autour de 12 chapitres. Ou bien je vais prendre les mathématiques. En mathématiques, il y a 5 chapitres. Donc,
Parmi les 5 chapitres, il faudrait savoir que les 5 chapitres ne se valent pas en mathématiques. Ce serait dommage d'aller beaucoup lire sur, je prends un truc comme ça là, sur la trigonométrie, de consacrer 20% de son temps d'études en trigonométrie pour les mathématiques et que la trigonométrie ne vient que sur un seul point. Donc ça veut dire que tu as le chapitre 1 en mathématiques, 2, 3, 4 et 5. Mais on voit par exemple que le chapitre 2, qui est l'algèbre, vient sur à peu près 40% des questions. Donc tu dois étudier de façon dirigée. Ça veut dire que quand tu as vu les épreuves, je vais vous montrer comment faire, et tu as vu que l'algèbre généralement revient beaucoup. Donc sur les 15 questions en mathématiques, il y a peut-être 6 ou 7 questions d'algèbre. Et donc du coup, que c'est 40% des questions. Ça veut dire que du temps que tu t'es alloué en mathématiques, tu dois beaucoup plus étudier l'algèbre. Donc tu dois t'allouer aussi 40% de ton temps de mathématiques. Donc si tu as décidé que tu allais étudier et que tu as planifié 100 heures d'études de mathématiques durant toute ta préparation, en fait, 40% de ce temps-là, donc 40 doivent être alloués à l'algèbre. Tu ne dois pas étudier de façon équitable, sachant que si tu étudies l'algèbre de la même façon que tu étudies la trigonométrie, en soi, tu as consacré beaucoup de temps à la trigonométrie alors que ça ne vaut pas en fait le nombre de questions qui seront posées en algèbre. Et pour savoir en fait ce que tu dois faire, pour savoir quel chapitre vient le plus, etc., les proportions, ce que tu peux faire, c'est que tu prends les 5 derniers sujets ou les 10 derniers sujets et tu notes. Par exemple, tu prends pour 2022, tu verras que en 2022, il y a eu 5 questions d'algèbre, une question de trigonométrie, une question de statistique, une question de... Tu notes sur 15, tu fais la proportion, en fait, sur les 5 ans. Donc, tu notes l'ensemble, le nombre de questions d'algèbre qui sont revenues sur 5 ans, le nombre de questions de trigonométrie qui sont revenues sur 5 ans, etc., etc. Et après, tu fais les proportions, en fait, pour savoir ce que tu dois prioriser. Parce que ce n'est pas une étude qu'on doit faire au hasard. On étudie pour avoir la plus grosse moyenne possible. Ça veut dire que tu dois étudier ce que tu es sûr que ça va venir au maximum pour avoir la plus grosse moyenne possible. Donc, et tu dois faire ça également pour les autres matières. Donc, en biologie, on sait par exemple que la cellule va souvent revenir, peut-être quasiment 40% ou 50% des points. Tu vas avoir la génétique qui va revenir et tu vas avoir un peu d'évolution. Donc, tu ne vas pas allouer le même temps à l'évolution qu'à la biologie. Ce serait un peu stupide. Donc, voilà la deuxième astuce en ce qui concerne la répartition de ton temps. La troisième astuce que je vais te donner, c'est de planifier, s'il te plaît. C'est très, très important. Ça veut dire que si tu as décidé d'étudier pour l'examen pendant 3 mois, tu dois planifier que sur ces 3 mois-là, je dois étudier tel nombre d'heures par jour. Ça veut dire si je planifie d'étudier 3 heures par jour pendant 3 mois, donc pendant 90 jours, ça fait donc 3 fois 90. Et je me mets une semaine de marge. Ça veut dire que la dernière semaine, je me dis que je ne vais pas étudier, même si ce sera le cas. Juste une semaine de marge parce qu'il peut y avoir, bien entendu, des inattendus. Et je planifie donc mon temps sur ces 3 mois-là. Ça veut dire que si j'ai au total décidé que j'avais 500 heures d'études, je ne sais pas, je me dis par exemple que j'aurais parmi les 500 heures d'études, j'aurais 150 heures pour les matières non scientifiques et 350 heures pour les matières scientifiques. Tout ça, c'est en fonction de mon profil, ce que je comprends mieux, plus facilement ou moins. Donc, je ne vous donne pas là des proportions que vous devez respecter. Et parmi les 150 heures que j'ai attribuées aux matières non scientifiques, j'attribue la moitié au raisonnement et le reste, je répartis de façon équitable parce que je sais que le raisonnement est un peu plus difficile que les autres matières. Donc, voilà une façon dont vous pouvez planifier. Et planifier le nombre d'heures totales que vous devez attribuer à chaque matière et la répartition au cours de chaque semaine. Par exemple, ce que moi j'avais fait à l'époque, c'était que chaque semaine, j'étudiais 4 heures, qu'est-ce que je dis? J'étudiais 3 heures par jour. Donc 3 heures le lundi, 3 heures le mardi, 3 heures le mercredi, 3 heures le jeudi, 3 heures le vendredi, le samedi. Et le dimanche, j'étudiais 6 heures. Et quand j'étudiais 3 heures par jour, j'étudiais 2 matières à chaque fois. Chaque semaine, donc. Le lundi, 3 heures, c'est une matière. Le mardi, 3 heures, c'est une matière. Le mercredi, 3 heures, c'est une matière. Donc, lundi, mardi, mercredi, c'est la même matière, ce que je suis en train de dire.
Jeudi, vendredi, samedi, c'est une autre matière. Donc, j'étudiais seulement 2 matières par semaine. Lundi, mardi, mercredi, une matière. Jeudi, vendredi, samedi, une matière. Et après, quand j'avais fini de faire le tout, j'étudiais maintenant 2 matières. Donc, lundi, mardi, mercredi, 2 matières. Jeudi, vendredi, samedi, 2 matières. Mais c'est important de planifier. Et le dimanche, je révisais ce que j'avais étudié pendant la semaine parce qu'il est important de faire un retour sur ce que vous avez lu pour faire un rappel mémoire. Donc, tout ça dépend essentiellement de vous, en fait, de la façon dont vous avez eu l'habitude d'étudier. Mais ce sur quoi j'insiste, c'est sur le fait qu'il faut à tout prix planifier. Sinon, vous serez surpris à la dernière minute de voir que vous n'avez pas étudié X et de n'avoir pas étudié Y. Donc voilà, la quatrième astuce que je vais vous donner, c'est de vous rendre compte à vous au fil des semaines. Ça veut dire si je me suis donné un objectif, j'ai planifié cette semaine, la semaine numéro 1, je me suis donné un objectif. Il faut qu'au bout de la semaine, le dimanche, que je regarde, est-ce que j'ai atteint les objectifs de cette semaine pour savoir en fait si je suis en retard et que je dois plus travailler la semaine prochaine ou pas. Sinon, vous allez accumuler les retards la première semaine, accumuler le retard la deuxième semaine, et etc., et etc. Et les retards vont s'accumuler. Et vous vous retrouvez à une semaine de l'examen et vous n'avez pas tout étudié. Donc, apprenez à vous rendre compte vous-même de votre avancée. Est-ce que j'avance bien? Si j'avance bien, tant mieux. Si je n'avance pas bien, il faut que je rattrape ce retard-là. Soit je travaille plus, soit je travaille de façon plus efficace. Donc, juste pour s'ajuster quand il est encore temps. Parce que quand on a une semaine ou 2 semaines de l'examen, c'est le miracle. Et là, on n'y peut rien. Et la cinquième astuce que je vais vous donner, qui est pour moi la plus importante ou l'une des plus intéressantes, c'est de participer au rush que nous allons organiser à partir du 26 juin. Et ceci pendant 7 semaines. Donc à partir du 26 juin, chaque jour, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi, nous aurons des cours, soit jusqu'à environ 5 heures de cours par jour. Donc le lundi, nous aurons 5 heures de cours, le mardi, 5 heures de cours, le mercredi, une demi-journée, donc 3 heures de cours, jeudi, 5 heures de cours, vendredi, 5 heures de cours et le samedi, une demi-journée également. Et nous allons faire ces cours pendant 6 semaines, donc soit 25 heures par semaine. Pendant 6 semaines, on aura au total 150 heures de cours. Et la septième semaine, nous allons juste traiter les anciens sujets et réviser les différentes lacunes que chaque étudiant aura. Donc, ce sera un rush qui sera un rush groupé en petits groupes d'étudiants et qui se déroulera en ligne avec mon équipe et moi. Et nous aurons à utiliser une plateforme qui est adaptée, qu'on appelle Vidamo, qui est vraiment adaptée aux cours en ligne, au soutien scolaire en ligne, au tutoring en ligne, avec un tableau interactif et tous les outils qu'il faudra en fait. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. En ce qui concerne le rush, vous pouvez juste cliquer sur le lien en description de la vidéo pour recevoir plus d'informations, pour vous inscrire. Ou vous pouvez tout simplement m'envoyer un message sur WhatsApp. Mon numéro en description. Ciao!